Salut les gars, c'est Pierrick, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, débrief de pay-per-view, débrief de Great Balls of Fire, le dernier pay-per-view de la WWE. Donc bien sûr, ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de voir Great Balls of Fire, je vous invite à quitter la vidéo pour ne pas être spoilé. Les autres, je vous invite à rester et à donner votre avis sur ce pay-per-view également en commentaire, à liker la vidéo, bref. Vous savez ce que vous devez faire. Et sur ce, on est parti donc pour le débrief de Great Balls of Fire. Le premier match opposait donc Neville à Akira Tozawa. C'était dans le pré-show, donc pour ceux qui ont regardé que le show principal, c'est normal si vous n'avez pas suivi ce match, il fallait suivre le kick-off sur la chaîne YouTube de la WWE. C'est donc le premier match de ce pay-per-view. Neville défendait son titre Cruiserweight contre Akira Tozawa, représentant de la Titus Brand. Il y avait Titus Sonic qui était aux abords du ring. J'ai pas grand chose à dire sur ce match, mis à part qu'il était plutôt correct. C'était un bon match Cruiserweight, quoi. C'est ce qu'on pouvait attendre des deux. Par contre, j'ai préféré quand même les Neville Austin Harris à Neville de Akira Tozawa personnellement. C'était donc un match plutôt correct, plutôt classique, et avec une fin assez bizarre qui m'a pas trop plu personnellement. Donc il y a Neville qui, je sais pas, il fait un contre et en gros Akira Tozawa, il se retrouve les deux jambes entre les cordes, quoi. Enfin bref, il a les boules en feu, tout le long du pay-per-view. Et Neville va donner un gros coup dans les cordes, ce qui va faire qu'il ait encore plus mal, quoi. Et ensuite, je sais pas, il donne un kick bizarre et il y a le tombé 1, 2, 3. C'est pas la meilleure fin, je pense, parce que c'est le kick-off, faut quand même lancer la foule dedans. Et la fin gâche un peu le match, je trouve. La fin était très moyenne. Bon, après, ça permet de continuer la rivalité, mais bon. Là, cette fin-là, franchement, je pense qu'ils auraient pu faire largement mieux. Puis il aurait pu finir sur un vrai finish. Là il finit juste sur un kick classique, un tombé assez bizarre. Enfin je sais pas, je suis resté sur ma fin avec cette fin de match justement. Mais j'avais pas trop l'impression que ça devait être booké comme ça, c'est mon avis quand j'ai vu le truc. Mais donc voilà, victoire de Neville, je pense que c'est bien. Moi j'aurais bien voulu un changement de titre, mais je me dis qu'il arrivera peut-être plus tard. Je pense que Tozawa peut devenir champion Cruiserweight dans les prochains mois si la Titus Brand continue de bien fonctionner. Et en tout cas, ouais, c'était plutôt un bon match. Et je pense qu'ils sont capables de mieux dans les prochains mois. Donc Neville a conservé le titre. Bon, c'est bien, il est devenu le deuxième champion Cruiserweight avec le plus long règne à la WWE. Donc voilà, il continue d'écrire l'histoire, vu qu'ils aiment bien écrire l'histoire. Neville est le champion parfait pour cette division. Et oui, bon, match correct, je mettrai 2,5 parce que la fin m'a un peu déçu personnellement. Bon, c'était en ce qui concerne le kick-off, ça. Maintenant on va passer à la carte principale avec le match numéro 2. L'opener du coup de Great Balls of Fire, c'était Seth Rollins contre Bray Wyatt dans la rivalité que l'on s'en fout le plus. Personnellement, cette rivalité, je m'en fiche totalement. J'aime beaucoup Rollins, c'est l'un de mes catcheurs préférés, voire mon préféré actuellement. Et j'aime beaucoup Bray Wyatt. Mais cette rivalité-là n'a aucun sens, du coup ça a mené à un match très bon, le match est très bon en lui-même, mais on va pas le retenir, quoi. C'est pas un match que l'on retiendra, c'est pas un match qui va servir à grand chose. Bray Wyatt a gagné avec un coup bas, il a mis les yeux dans les doigts, puis après c'est Sister Abigail, mais bon, c'est une victoire qui va pas lui permettre de faire un grand pas dans sa carrière, quoi. C'était un match qui servait pas à grand chose, mais bon, c'était un bon opener, je pense. Seth Rollins m'a un peu déçu, je pense qu'il est capable de mieux. C'est peut-être son pire match depuis son retour. Je parle de son pire match en pay-per-view, je parle de ses matchs uniquement en pay-per-view. Car en pay-per-view, Rollins nous sort toujours de grandes performances, et là il est un peu en dessous. Après ça s'explique aussi peut-être par Bray Wyatt, parce que Bray Wyatt, il a beau avoir une belle gimmick,
C'est pas un catcheur qui nous sort d'excellents matchs souvent. Là il nous a sorti un match plutôt très bon en pay-per-view pour un 1 contre 1 classique. Il en avait sorti peu avant. Il y avait un match face à Daniel Bryan. Il y avait un match face... ouais, je sais plus, j'ai pas envie de chercher là, mais c'est un de ces rares très bons matchs en pay-per-view. Après, victoire sur un coup bas, encore une fois, c'est la deuxième victoire de Hill. Il y a beaucoup de victoires de Hill dans ce pay-per-view d'ailleurs. Moi, je trouvais ça plutôt bon, mais en fait, j'étais pas vraiment dans le match car la rivalité ne m'intéressait pas. Et à partir du moment que bah, t'es pas dans le match, tu peux pas l'apprécier quoi. Et donc, je sais pas, je vais mettre 2,75 pour ce match. Il est bon, mais on s'en fout quoi, tout simplement. Après pour la suite, je sais pas Bray Wyatt ce qu'il faut faire pour le relancer. Je pense que le mieux pour lui, ça serait de disparaître des écrans pendant 2 à 3 mois parce que là, il n'y a aucun plan pour lui à Raw. Je comprends toujours pas pourquoi ils l'ont mis à Raw d'ailleurs. Et après, bah pour Seth Rollins, je pense qu'il peut se relancer autour d'un titre mineur comme le titre intercontinental. Je pense que Seth Rollins est vraiment intéressant quand il se bat pour un titre. Donc je pense qu'il faut le remettre dans une course au titre. C'est là où il est le meilleur quoi. Parce que là dans les rivalités comme celle-là, on a vu avec Joe, on a vu avec Wyatt là à l'instant. Enfin dernièrement, c'est pas des rivalités qui nous intéressent. Je pense que pour Rollins c'est un titre intercontinental, ça pourrait le relancer. Et sinon Wyatt, je sais pas ce qu'il faut. Même un face turn, je sais pas si ça sera suffisant. Mais je pense que le mieux c'est qu'il disparaît peut-être 2-3 mois et puis après il revient avec une grosse rivalité. Je sais pas. Enfin peut-être pour le titre mondial, allez pourquoi pas. Mais je pense que ouais. Ça va être dur pour les deux de se relancer en tout cas. C'est donc on va passer au match 3 parce que je n'ai plus rien à dire sur ce match et je trouve que je passe beaucoup de temps pour un match qui ne m'a pas trop intéressé et que je n'ai pas grand chose à dire dessus. Donc on passe au match numéro 3. Un match plus intéressant cette fois-ci, le deuxième match de la soirée du coup, enfin du show principal, Enzo Amore contre Big Cass. Donc les anciens partenaires hein, soft. Big Cass a trahi Enzo Amore il y a 3 semaines de cela. En simulant de s'être fait attaquer, il avait attaqué Enzo 2 semaines auparavant, bref. Les deux se sont séparés, depuis il y a une rivalité qui a mené à ce match avec Great Balls of Fire entre les deux anciens partenaires. Et c'était un match plus intéressant que le premier je trouve, parce que déjà la rivalité était intéressante. Mais ce que j'ai retenu surtout c'est pas vraiment le match, c'est surtout la promo d'avant-match de Enzo Amore. Qui pour moi, Enzo Amore actuellement il fait partie des 3 meilleurs au micro en ce qui concerne Raw. Il fait vraiment partie des 3 meilleurs, je vois Heyman, Miz, et après je vois Enzo Amore personnellement, il est tellement bon. Il m'a tellement mis dans le match avec sa promo quoi. Et puis il accroche avec le public, enfin... Je sais pas, il y a un truc avec le public, en fait cette rivalité elle est censée pusher Cass, enfin montrer que Big Cass est le futur. Mais je me demande si en fait la WWE fait pas une erreur et c'est pas sur Enzo, enfin c'est Enzo plutôt le futur quoi. Parce que je pense qu'ils tiennent un truc avec le gars, je pense pas qu'Enzo aura une grande carrière à gagner des matchs et tout, mais je pense qu'il perdra souvent, mais... je pense qu'il y a un avenir avec lui comme l'underdog, celui qui n'est pas du tout favori, mais c'est le chouchou du public quoi. Et je pense que un peu comme Santino Marella avait eu, je me souviens, un Elimination Chamber, il avait presque gagné le titre mondial, bah je vois bien Enzo Amore dans ce registre là. Un peu celui qui crée la surprise 1 ou 2 fois par an quoi. Mais il a une accroche avec le public et niveau micro il peut te hyper à mort. Franchement Enzo Amore il m'impressionne depuis 3 semaines. Je l'aimais pas du tout quand il était en équipe avec Soft, mais depuis qu'il est en solo j'aime beaucoup. Après ça se complique, il y a Big Cass qui arrive. Là ça se complique, déjà la musique d'entrée de Big Cass, mais ça ne lui va pas du tout. Son entrée elle est moyenne. Sa tenue, n'en parlons pas, hein. Je pense qu'il ferait mieux de changer de tenue. Je sais pas ce qui pourrait aller à lui, hein, mais
faudrait vraiment changer ce slip qui remonte jusqu'au nombril, là ça ne va plus. Sinon après il y a eu le match, hein, c'était un squash comme on pouvait s'y attendre. Bicas a squashé Enzo Amore. Mais je sais pas, il manque un truc à Bicas, il était pas assez agressif. Enzo Amore vend très bien les coups, il vend très bien les prises, hein. Ça y a rien à dire pour Enzo Amore. Mais Bicas ça va pas quoi, il manque un truc à Bicas. Il manque d'agressivité, il suffit de comparer un squash de Braun Strowman à un squash de Bicas. Et tu vois tout ce que Bicas doit encore faire quoi. Il était, je sais pas, il était arrogant mais on sentait pas d'agressivité, qu'on aurait dit qu'il voulait pas trop lui faire mal quoi, il voulait juste le battre sans lui faire mal, enfin c'était assez bizarre. Et du coup, ouais, j'ai pas trop aimé le match. En plus ce finish là, le Big Boot, bon, je pense que ça peut aller avec lui, mais bon, je pense qu'une Big Boot en 2017, on peut avoir mieux en finish. Je pense qu'il a mieux, il avait une sorte de Fallaway Slam où il faisait tourner son adversaire, il l'écrasait, je crois, il avait un truc comme ça NXT. Il devrait reprendre ce finish là, ça lui irait mieux je pense. Un finish avec de la puissance. Et donc ouais je sais pas, Bicas dans son rôle d'arrogant, j'ai pas l'impression que c'est lui en fait, j'ai pas l'impression que il se plaît à faire ce rôle. Donc ça me dérange un peu, je sais pas, Bicas en fait j'ai pas l'impression qu'il est fait pour être heel du tout, j'ai plus l'impression qu'il est fait pour être face. Et je pense que la WWE à voir dans les semaines à venir, hein, mais bon. Pour le moment j'ai l'impression qu'ils font une erreur avec Bicas et même Enzo Amore parce que je sais pas, Enzo Amore, je vois, il a plus de potentiel que Bicas, je trouve. Au vu de la rivalité, au vu de ce qu'on a vu. Bicas, après, il faut qu'il continue de s'améliorer, hein, en général, niveau micro, etc. Bon, pour l'instant, j'y crois pas trop au projet Bicas, à voir dans les prochaines semaines. Bon, sur ce match, bon, c'était un match plutôt logique, hein, mais bon, je sais pas, il manquait une agressivité de Bicas, une haine, quoi. Parce que s'il l'a trahi, c'est qu'il y a bien une raison, il doit avoir de la haine envers Enzo Amore, et non, pas du tout. Et le public était bien par contre, le public était à fond dans le match. Ça c'était également un point positif et je vais donc mettre 3 sur 5 pour ce match. Et sur ce, on passe au match numéro 4. Et le match numéro 4. Le match numéro 4, beaucoup discuté, hein, le Iron Man Tag Team Match. Cesaro et Sheamus défendaient leur titre par équipe de Raw face aux RG Boys dans un match Iron Man de 30 minutes. Donc au bout des 30 minutes on regarde l'équipe qui a le plus de tombées, enfin marqué le plus de points en gros, et c'est eux qui sont déclarés vainqueurs. C'est égalité, les champions conservent. Et donc on a eu un très beau match tag team. Pour moi franchement c'est dans leur série de matchs entre Cesaro, Sheamus et les Hardy Boys, c'est celui que j'ai préféré. Bon, le match a débuté, ça m'a surpris en fait, j'ai aimé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas aimé. Et moi j'ai beaucoup aimé le fait que, en fait au début du match il y a Cesaro qui n'est pas l'homme légal, il fait semblant de rentrer, je sais pas, il descend du ring, enfin il court vers Matt, après il redescend du ring. Matt le regarde, il se demande quoi, et d'un coup il se retourne, les Brock Kick, 1-0 pour les champions, au bout de 15 secondes. Ça n'a pas plu, les Hardy Boys se font squash, mais bon, au bout d'un moment, c'est un Iron Man. Un Iron Man, pour mettre le public dedans, c'était la meilleure solution, je pense, de mettre un point, de créer la surprise, mettre un point dès le début. Ça a mis le public dedans, je pense, enfin, ça... Après, les 5 minutes d'après, ça a tué le public, hein. Le public ne parlait plus trop, il était sous le choc, mais bon. Moi, je pense que c'est bien, dans les Iron Man, qu'il y a plusieurs points. Ça faisait 2-0 pour les champions au bout de 10 minutes. Ça, c'est vrai que ça peut surprendre, 2-0 en 10 minutes seulement. Mais bon, moi franchement, je pense qu'un Iron Man, alors il faut pas abuser non plus, mais plus il y a de tombées, plus le public est dedans, à mon avis. Pour rendre la chose plus épique, il faut qu'il y ait des tombées, il faut qu'il y ait des points. Là au total on a eu 7 tombées au final en 30 minutes. Ça peut paraître beaucoup, ça fait un tombé tous les 4 minutes.
Mais bon, franchement, moi ça me dérange pas trop. Après, il faut pas chercher trop la logique hein, dans les matchs. Regardez bien, ils mettent bien 1 heure au Royal Rumble pour se faire passer par-dessus la 3ème corde. Alors là, cette tombée en 30 minutes, bon, je pense pas il faut trop chercher la logique à chaque fois dans les matchs. Franchement, c'était bien joué. Ils ont bien joué sur le chrono, quoi. Les Hardys perdaient 3-1 à 5 minutes de la fin, un truc comme ça. Ensuite, ils sont revenus à 3-3. Et à 30 secondes de la fin, il y a Jeff Hardy qui fait une Swanton Bomb sur Cesaro. Sur Sheamus. Et il y a Cesaro qui avait fait un blind tag, un changement. Enfin, il avait tapé dans le dos de Sheamus. Et personne l'avait vu, quoi, pour faire le relais. D'un coup, il court vers Jeff Hardy, fait un tombé. Et 4-3 du coup à 30 secondes de la fin. Après, Cesaro court autour du ring. Et Jeff Hardy, quand ils reviennent dans le ring, il arrive à le ramener dans le ring. Et Jeff Hardy lui porte un Twist of Fate. Ça fait 1-2. Et là on entend le gong quoi pour dire que c'est la fin. Donc c'était vraiment très bien fait quoi. À 1 seconde pile. Souvent les finishes comme ça ils se foirent. Et là c'était bien fait à 1 seconde vraiment pile poil. Et ça, c'était fini quoi. Et ils ont bien joué sur le chrono, ils ont bien réussi leur coup. Pour la performance individuelle, les Hardy Boys, je pense qu'ils sont bien tenus, hein. Franchement ils avaient l'air en forme. Matt Hardy qui s'ouvre au niveau de l'arcade, c'était hyper violent ça, tout le sang qu'il y avait autour de Matt. Matt Hardy qui saigne beaucoup, hein. Depuis son retour à la WWE, il avait déjà saigné dans un match tag team précédent je crois. Et ouais c'était un peu dégueulasse quand même, mais bon. Ça rendait encore plus épique le match. Jeff Hardy qui a été très bon également. Non, il n'y a rien à dire, on doutait un peu de leur capacité à endurer 30 minutes. Et ils ont bien tenu. Après Cesaro Sheamus, il n'y a rien à dire, hein, ils sont au-dessus du lot. Ils sont au sommet de leur carrière, je pense. Cesaro qui était impressionnant, il était dans un autre monde. Cesaro, c'était un Cesaro pay-per-view. Et franchement, j'aimerais vraiment voir Cesaro en solo dans un futur proche. Parce que Cesaro, les performances qu'il nous livre, ils sont impressionnantes. Et Sheamus, excellent aussi, hein, toujours Sheamus. Mais le duo, en fait, il est parfait, le duo Cesaro-Sheamus, ils font une très bonne équipe. Je sais pas si ça va durer encore longtemps, mais bon, dans ce match, franchement, ils ont été énormes. Niveau psychologie et tout, dans le match, c'était très bien. J'ai rien à dire sur ce match, franchement, c'était un excellent match tag team. On peut le critiquer au vu des nombres de tombées, mais bon, après c'est un Iron Man, on se doute bien que si on suit la logique, dans ce cas, tous les Iron Man feraient 1-0 ou 2-1. Ce serait pas vraiment intéressant, parce qu'on saurait déjà que ça ferait 2-1, 1-0. Que là, avec les Iron Man, on sait jamais le score qu'on va avoir. On peut avoir un 4-5, on peut avoir des 0-0, on a déjà vu. On peut avoir des 2-1, bref. On sait pas trop le score à quoi s'attendre. Et franchement moi ça me dérange pas, j'ai trouvé franchement c'était un excellent match. Il y avait une très belle histoire à raconter et il n'y a rien à dire. Je sais pas, je pense que c'est la fin de la rivalité entre les deux équipes. En tout cas ils nous auront offert une belle série de matchs et j'ai hâte de voir la suite pour les deux équipes. Bon les Hardy Boys je sais, hein, j'ai vu Euro, hein, donc je me doute quelle suite vers quelle suite ils vont aller. Mais bon, je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas vu Euro. Et Cesaro Sheamus, je sais pas par contre qui en nouveau challenger. Je crois que Sheamus doit bientôt s'absenter pour un tournage de film, donc on verra bien. Mais ouais, excellent match, je mettrai allez, 4 sur 5 pour cet Iron Man. Et donc on passe au match suivant, le match numéro 5. Match numéro 5, enfin match numéro 4 de la carte principale, c'était le match Women's avec les femmes, donc Alexa Bliss qui défendait son titre Women's d'Euro face à Sasha Banks, ancienne 3 fois championne qui pouvait devenir 4 fois championne suite à ce match. Match Women's, bon les matchs Women's c'est pas ce qui m'intéresse le plus, hein, j'avoue. Grosse pop pour Alexa Bliss, encore une fois Alexa Bliss qui a acclamé quoi, c'est dingue de voir comment elle a acclamé alors qu'elle est censée être méchante quoi. Et je sais pas, il y a un truc avec Alexa Bliss, un truc qui se fait avec le public. Par contre je pense qu'il faudrait mieux la garder comme ça et pas la face turn, enfin la face turn dans longtemps quoi. Faut continuer comme ça pour Alexa Bliss. Pour parler du match, j'ai pas retenu grand chose, c'était un match plutôt correct.
très bon match, enfin un match classique quoi, c'est ce qu'on attendait des deux femmes. Il y a eu une belle prise d'Alexa Bliss dans le coin, enfin je sais pas, elle contre, enfin Sasha Banks court vers elle. Elle fait une sunset flip powerbomb d'Alexa Bliss, enfin je sais pas, cette prise là m'a impressionné, elle a été très bien faite, elle est Sasha Banks qui retombe sur la tête quoi, c'était violent. C'était un peu limite un Canadian Destroyer quoi le truc. Donc ouais, ça c'était assez fou comme prise. Enfin assez fou, c'était pas non plus la prise du siècle, mais bon. J'avais pas l'habitude de voir ça dans les matchs d'Alexa Bliss. Par contre le truc négatif évidemment c'est la fin du match, hein, Alexa Bliss qui se fait décompter à l'extérieur volontairement. Ça c'est pas possible, enfin on a déjà vu cette fin lors de Money in the Bank avec les Usos. On avait déjà vu cette fin de match avec Alexa Bliss il y a quelques semaines à Raw. Enfin les décomptes extérieurs volontaires ça tue le public, ça tue tout le monde quoi. T'es à fond dans le match et tu vois ça, ça te tue littéralement quoi, c'est pas possible de faire ça. Alors, en pay-per-view ça me dérange beaucoup. Tu fais ça en weekly à Raw ou à SmackDown, ça me dérange pas trop. En pay-per-view c'est pas possible, ça tue tout le public, ça tue... Enfin t'es à fond dedans, c'est un match de championnat et tout, et là ça te tue. En plus c'est pas cohérent je trouve avec Alexa Bliss. Parce que Alexa Bliss, il y a 2 mois quand même, faut le rappeler, elle avait squashé Bayley en pay-per-view. Enfin c'était une championne combative quoi face à Bayley. Et là depuis un mois, depuis qu'elle affronte Nia Jax, Sasha Banks, elle commence à se faire décompter à l'extérieur volontairement, etc. C'est pas trop cohérent, parce qu'en fait elle passe de championne combative à championne qui fuit d'un seul coup, on sait pas pourquoi. Bon après je peux comprendre, ils se disent en faisant cela ça va permettre de continuer la rivalité assez facilement. Mais c'est pas possible, ça te tue tout le match, ça te tue. Enfin, ce que tu retiens du match, c'est même pas le match en lui-même, c'est juste la fin des comptes extérieurs volontaires qui était nul. Ça, c'est débile, je trouve, de faire ça en pay-per-view. En plus, avec tout, vu qu'il y a que des heels qui gagnent, faire une victoire de la sorte, ça tue encore plus le public qui n'est plus dedans, je pense. Donc c'était vraiment pas la bonne solution je pense. Bon après ça permet de continuer la rivalité entre les deux. Bon après pour essayer de remettre un peu le public dedans, leur dire attendez regardez, il y a Sasha Banks qui va agresser Alexa Bliss, qui bon elle la tape après le match, bref. C'est juste pour faire continuer la rivalité ça. J'ai pas retenu grand chose d'autre. Ah si, le bras cassé d'Alexa Bliss. J'aimerais bien qu'elle me la prenne, hein, parce que là, comment elle se disloque le bras, c'est assez impressionnant la blessure. C'est un peu dégueulasse à voir, j'avoue. Mais c'est impressionnant comment, la façon dont elle arrive à faire cela. Et donc, ouais, bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce match Women's. Dégoûté de la fin, donc je vais mettre 2,5 sur 5. Et on passe au match numéro 6 de Great Balls of Fire. Le match numéro 6 c'était le match pour le titre intercontinental. The Miz défendait son titre intercontinental face à Dean Ambrose. Le Miz qui est accompagné de Maryse, Bo Dallas et Curtis Axel, le Miz Tourage quoi. Qu'on a l'habitude de voir depuis 2-3 semaines maintenant. Un énième match entre les deux. Donc déjà ça m'a pas trop donné envie de le voir. Parce qu'en fait on connaissait déjà la fin. Parce que ça fait 6 mois qu'on a le même match. Au bout d'un moment tu commences à connaître ce que tu vas avoir. Enfin tu sais que dans le match qu'au début Ambrose va dominer. Ensuite une intervention extérieure, le Miz reprend le dessus. Ambrose revient. Intervention de Maryse pour sauver le Miz sur un tombé. Ensuite une intervention à l'extérieur. Et le Miz gagne suite une distraction sur Dean Ambrose. C'est la même fin depuis 3 mois. Et attention, et bah ça n'a pas changé pour ce pay-per-view. C'est exactement ce qu'on a eu et oui c'est ça qui est cool. Enfin ça a changé parce qu'il y a Bo Dallas et Curtis Axel en plus. Donc ça a changé. Mais bon. Donc match... c'est dur de dire un truc sur ce match parce qu'en fait on se répète depuis 2-3 mois en fait. On voit la même chose, hein. Dean Ambrose qui est plutôt populaire, hein. Il attire toujours de bonnes réactions. Enfin moi de ma part j'ai entendu des bonnes réactions pour Dean Ambrose. Malgré son booking c'est quand même assez fort qu'ils sont encore acclamés. Après le Miz, il n'y a rien à dire, il est parfait dans ce rôle, parfait champion.
Le mistourage, ça rajoute un truc. Bodalas, sa tenue, elle est tellement bizarre, Bodalas, sa tenue, quoi. Tu regardes que lui, en fait, sa tenue, elle est tellement décalée, quoi. Après les interventions du mistourage et tout, faut pas en abuser, par contre, parce que ça peut devenir très vite saoulant. Là, il y a eu au moins 6 interventions en 10 minutes. Le match a duré 10 minutes, quoi. Il y a eu au moins 6 interventions. Faut pas trop en abuser, c'est juste ça après. Mais après oui, ça peut être cool, je pense que bon, maintenant la rivalité est terminée, j'espère bien. Le Miz a donc conservé le titre, hein. J'espère bien que cette rivalité est terminée entre les deux et que les deux passent à autre chose parce que ça leur ferait du bien. Depuis WrestleMania, ils s'affrontent, ils sont toujours dans le même programme, donc ça fait quoi, allez, WrestleMania c'était avril, on est en juillet, ouais, ça fait 3-4 mois que Ambrose et Miz n'évoluent pas, quoi, ils sont toujours dans le même programme. Ça serait bien qu'ils évoluent, je sais pas, le Miz il peut avoir un nouveau challenger. J'aimerais bien Finn Balor ou Seth Rollins pour SummerSlam. Personnellement, ça, je trouve que ça serait assez cool. Et après Dean Ambrose, bah, je sais pas trop pour Dean Ambrose. C'est un peu comme avec Bray Wyatt, on tourne un peu en rond avec Dean Ambrose. Il serait peut-être temps de faire évoluer son personnage, le faire tourner méchant, tourner heel, pourquoi pas. Je pense que ça pourrait faire le plus grand bien, quoi, Dean Ambrose. Sinon, bah, pour le match en lui-même, c'est un très bon match, hein, y a rien à dire. Il y avait peut-être un peu beaucoup trop d'interventions à mon goût, mais bon, après ça reste du classique Ambrose Miz, ça reste très très bon dans le ring. Je n'ai rien d'autre à dire, à part que pour ma note je mettrai 3,5 sur 5 à Dean Ambrose Miz. Et on passe au match numéro 7, qui a fait beaucoup parler. Match numéro 7, match de l'ambulance, Roman Reigns contre Braun Strowman. Match de l'ambulance du coup, entre les deux, un match de l'ambulance, on n'a plus vu ça depuis 2 ans je crois, c'était Ambrose Wyatt le dernier. Donc là, un match de l'ambulance pour continuer cette rivalité qui est juste géniale entre Reigns et Strowman. C'est ma rivalité favorite de Raw, hein, personnellement depuis 2-3 mois. Bon, il y a eu Joe Lesnar, mais bon, je parle depuis au minimum 2-3 mois. C'est vraiment Reigns Strowman qui est très cool cette rivalité. Reigns c'est tellement badass avec Strowman, quoi. Je sais pas, il y a un truc entre les deux. J'aime beaucoup entre les deux. Il y a une connexion. Et donc c'était Reigns qui avait gagné le premier affrontement. Ensuite Strowman avait gagné le deuxième. Et là il se retrouvait dans un match de l'ambulance. Match plutôt cool, très bon match. Même peut-être le match que j'ai préféré de la soirée, j'avoue. On a eu dans le match des choses assez bizarres. On a eu un Reigns, je sais pas, mais pour moi il a tourné heel. Enfin, il est resté lui-même, quoi, d'un côté. Mais je sais pas, l'attitude dans ce match en fait c'était Strowman le gentil et Reigns le méchant. Reigns qui a attaqué la blessure, qui a visé la blessure de Strowman, il a dû l'attaquer avec une chaise. Et alors que Strowman lui n'a jamais utilisé d'objet, enfin s'il utilisait un escalier mais c'est tout. À part ça c'est Reigns qui a eu besoin d'utiliser des objets. D'ailleurs c'est génial, il donne des coups de chaise et Strowman qui arrête pas de dire il s'en prend plein, il s'en prend 3 ou 4. À la fin il lui crée la face, tu vas me frapper, oui fils de la plage, hein. Et donc ça c'était génial, c'est Strowman, quoi. J'adore Strowman, hein. Je sais pas vous mais moi je l'adore. Il y a eu plusieurs bons moments, hein. Il y a eu bon, quand Reigns se fait balancer contre l'ambulance, on l'avait déjà vu lors d'un Raw, mais bon, c'est toujours kiffant de le revoir. Il y a eu ce passage à travers un écran, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, à travers le Titantron. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin bref, Strowman est passé à travers, c'était génial. Moi au début je pensais je me suis dit non, il faut pas faire ça quand même, mais ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vu. Enfin, le dernier qu'on avait vu c'était Ryback Sina, c'était en 2012 ou 2013, c'est pour vous dire. Ça fait presque 4 ans qu'on n'a pas vu cela. Quelqu'un qui passe à travers le Titantron, donc je me suis dit non, il faut pas le faire, et si on fait. Strowman est passé à travers. Strowman il refait tout, hein. Le ring cassé on l'avait plus vu depuis 5-6 ans, il l'a refait avec Big Show. Et il refait tout, Strowman il refait tout. C'est ça qui est cool aussi avec lui. Et
Strowman qui arrive encore à se relever quoi. Le booking du match est vraiment parfait quoi. C'était le match parfait pour le match de l'ambulance. Ensuite bon il se dirige vers l'ambulance. À la fin il y a Reigns qui part pour faire un spear. Et Strowman qui tape une esquive. Il se décale juste et tu vois Reigns qui fonce dans l'ambulance quoi. Mais c'est juste... Sur le coup j'ai rigolé. Franchement ça m'a fait rire. C'est à voir, hein. Franchement Reigns qui en fait il perd le match tout seul, il fait un plongeon dans l'ambulance, il a dû se tuer, vu la vitesse à laquelle il allait, il a dû se tuer en vrai, hein, mais bon. Donc Strowman gagne le match là-dessus, mais le meilleur reste à venir, et ça on s'y attendait pas, on se dit bon, victoire de Strowman, ok, on voit que l'ambulance ne part pas, alors là personnellement je me suis dit, attendez, il va peut-être y avoir un truc, et là tu vois Reigns redescendre de l'ambulance, il porte un spear, il met Strowman dans l'ambulance et là il l'emmène, mais je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire encore. Donc Reigns mauvais perdant, hein. Reigns qui continue à être le méchant dans ce match, hein. Parce que Strowman l'a battu clean, il l'a battu normal, il a pas triché Strowman et Reigns vient l'agresser après, donc soit Reigns c'est le plus gros des rageux, soit bah, c'est juste un méchant, voilà. Il était juste booké comme le hit du match et donc il emmène l'ambulance. Et il l'emmène dans le parking. Et là Reigns, bah, je sais pas, il s'arrête. Il y a un très beau plan d'ailleurs quand tu le vois dans le rétroviseur, le visage de Reigns. Je sais pas, mais j'ai bien aimé ce plan là. Ensuite il recule à fond avec l'ambulance dans un camion qui fait bah, tout exploser quoi. Enfin, tout exploser non, mais bon, c'est un accident classique quoi. Donc l'ambulance est détruite, le camion aussi. Et Strowman qui était à l'arrière bah, donc est détruit. Et Reigns bah, qui est content de lui, qui part du coup après avoir fait les dégâts, après avoir fait ce qu'il voulait. Et après il y a un angle avec Kurt Angle qui arrive. Il y a Jamie Noble qui essaie d'ouvrir l'ambulance. Parce que la porte est coincée forcément, donc ils essayent d'ouvrir l'ambulance avec la porte. Sauf que la porte est coincée avec le choc. Du coup ils vont appeler des pompiers, etc. En attendant, ça c'était assez cool, j'ai trouvé. Il y a eu un match entre Heath Slater et Kurt Hawkins qui était totalement improvisé. Enfin, en gros, ils envoyaient les deux, un arbitre, et puis voilà. Ils ont fait le match pendant que les pompiers arrivaient, quoi, pour rendre les choses crédibles. C'est con, mais moi j'ai bien aimé ce côté improvisé. Ça faisait genre, c'était totalement pas prévu. Bon, évidemment, c'était prévu, hein, que Reigns fonce avec l'ambulance. Mais je sais pas, c'était bien fait. Bon, par contre, c'est dommage, c'est qu'on n'a pas vu la fin du match quand même. Tout le monde s'en foutait du match. Bon, Heath Slater a gagné, mais bon, je ne ferai pas de débrief sur ce match vu qu'on n'a strictement rien vu. On n'a même pas vu la fin. Il y a Kurt Hawkins qui m'a fait rire, il avait dit sur Twitter, pour ceux qui se demandent, Heath Slater m'a battu avec un Canadian Destroyer. Enfin, c'est une prise totalement folle, quoi. Il a mis ça sur Twitter, je sais pas, ça m'a fait rire, vu que tout le monde s'en foutait de la fin du match. Parce que le match en fait, bah, il a arrêté d'être filmé quand les ambulances sont arrivées. Et donc ils ont commencé à ouvrir la porte, Strowman hop, il sort en sang, le bras en sang, la tête en sang. Et il refuse de l'aide et il repart tout seul sur les pieds avec un ongle sur Kurt Angle qui fait une tête. Elle est mémorable cette tête, c'est juste magique, la tête qu'il fait, genre il est choqué. Et donc bah, le booking qui est juste excellent pour ce match, je n'ai rien à dire. Reigns qui est très bon. Dans ce rôle, je pète un câble, franchement Reigns. La dernière fois qu'il avait pété un câble comme ça, c'était face à Triple H. À TLC en 2015, c'était déjà génial à l'époque. Là, c'était encore plus génial avec Strowman. Strowman qui est juste, t'as l'impression qu'il est invincible, le gars, ça c'est génial aussi. T'as l'impression que c'est un robot, quoi. C'est tellement cool le booking des deux hommes. Et franchement, ouais, je vais mettre un 4,5, 4,75 même, allez, pour ce match. Parce que pour un match de l'ambulance, à la base, c'est pas tellement excitant un match de l'ambulance. Et il n'y a rien à dire, tout était parfait dans ce match. Donc bravo aux deux et bravo à la WWE pour avoir bien booké ce match. Souvent, vu tous les matchs qu'il y a eu avant les fins qui étaient un peu bizarres, des fins un peu mal bookées je trouve. Là on a eu un truc très bien booké, donc bravo à eux. Et on passe donc au dernier match, le match numéro 8, le main event de Great Balls of Fire.
Main event tant attendu, Brock Lesnar défendait son titre universel contre Samoa Joe. Un dream match, un match de rêve, un match que beaucoup voulaient voir depuis des années. Et on l'a enfin eu, Lesnar contre Samoa Joe pour le titre universel. Donc le main event, ils ont quand même dû passer après le segment de l'ambulance. Et donc ils ont sorti quand même une grosse perf, Joe et Lesnar, donc bravo à eux, parce que c'était pas simple de passer après le match de l'ambulance. Je me suis dit, après le segment de l'ambulance, est-ce que le public va être encore à fond dedans? Et oui, ils étaient à fond dedans dès l'entrée de Samoa Joe, on a entendu des Joe. Enfin bref. D'ailleurs c'est très cool l'entrée quand il y a les Joe derrière pour l'accompagner. Et oui, ils ont fait un excellent match. Joe qui commence dès le début, il laisse même pas la présentation de Paul Heyman, il agresse direct Lesnar. Il le fait passer au bout de 15 secondes, il le fait passer à travers la table des commentateurs. Ça c'était totalement fou, j'ai pas du tout vu venir. Samoa Joe qui a donc mis en 15 secondes totalement KO Lesnar. Et là, je me suis dit franchement, ils vont le faire. Ils vont faire gagner Joe. Au début je me dis c'est impossible que Joe gagne, là je me suis dit oui, ils vont le faire, Joe va gagner. Et après donc Lesnar remonte dans le ring, il continue la question de Joe. Ensuite il y a une souplex, 2 souplex, 3 souplex. Là je me dis ça commence à sentir mauvais. Ensuite Joe essaye de placer la coquina clutch. Bon il va essayer, ça va être comme ça pendant 5 minutes quoi. Totalement intense les 5 minutes. Ça n'arrêtait jamais, il y avait toujours des gros coups de portée, enfin bref. C'était un match vraiment intense. Et au final, Joe porte la coquina clutch sur Lesnar qui devient tout violet d'ailleurs. Lesnar c'est le meilleur pour vendre les coquina clutch. Franchement il n'y a pas mieux je pense. Tellement il devient violet quoi. Et donc Lesnar qui porte un F5 victoire. Sur un seul F5, ça a dérangé certaines personnes, la fin arrive un peu vite c'est clair. Mais bon après on a eu un match tellement intense. En 7 minutes c'était tellement intense. Et après, je pense qu'il faut crédibiliser un peu les finishers. Il y a beaucoup de personnes qui se dégagent sur un finisher. Et c'est une mauvaise habitude qu'on a pris d'un côté. Parce que maintenant, dès que quelqu'un perd sur un seul finisher en pay-per-view, on se dit c'est tout. Enfin, en tout cas, quand c'est le main event. On se dit c'est tout. Alors que normalement, c'est le finisher, c'est ça qui doit finir. Donc là, Samoa Joe perd sur un seul finisher, je trouve c'est bien pour crédibiliser un peu les finishers. On a trop l'habitude de voir lors des main events de pay-per-view des dégagements, de voir des matchs où il faut 2 voire 3 finishers pour finir. Et donc ça on en voit un peu trop. Et donc c'est bien de finir sur un seul finish. Il y a Jinder Mahal qui a fini ses matchs sur Orton avec un seul finish dernièrement. Aussi en main event de pay-per-view, donc c'est plutôt bon. Même si ça arrive un peu vite le F5, c'est bien qu'il se soit pas trop dégagé, enfin qu'il se soit pas dégagé du tout même. On a eu donc un Joe totalement intense, Samoa Joe qui est très très bien booké. Encore une fois, comme le match de l'ambulance, le Lesnar Joe pour moi il était je perds mes mots. Comme pour le match de l'ambulance, Joe Lesnar était un booking parfait. Il n'y a rien à redire. On a eu ce qu'on voulait. On a eu ce à quoi on s'attendait. Un match totalement intense. J'ai préféré personnellement le Lesnar Goldberg, mais le Lesnar Joe, ça vaut le coup quand même de le regarder. C'est un match peut-être qu'on reverra pas, enfin je pense personnellement qu'on le reverra, mais c'est un excellent match. Lesnar qui a beaucoup aimé l'attitude de Samoa Joe, il l'a dit après dans des interviews je crois, et il a dit qu'il était satisfait de voir Joe, comment il était endurant, comment il pouvait rendre les coups, les encaisser. Et je serais pas surpris d'avoir un Joe Lesnar numéro 2 dans l'avenir. Mais en tout cas, ouais, excellent match. Excellent main event, je trouve. C'était pas simple de passer après l'angle de l'ambulance et ils ont plutôt bien réussi le coup. Le public était à fond dedans. Et au final, Lesnar gagne. Bon, ça on s'y attendait. Par contre, pour Joe, je pense pas c'est fini. Bon, je vais pas spoiler par rapport à ce qui s'est passé. Mais je pense que pour Joe c'est pas encore fini, je pense qu'on peut encore le voir autour du titre universel. J'aimerais énormément Fatal 4-Way entre Lesnar, Joe, Reigns et Strowman à SummerSlam pour le titre. Il y a des rumeurs qui disent ça, moi ça serait vraiment un match totalement fou. Vous imaginez les 4
4 gros malades d'euros quoi dans un fourway, c'est ça, t'as juste envie de voir ça. Puis te mettre en match élimination Extreme Rules, alors là voilà quoi. Là t'es. Bah là t'es en érection jusqu'au match quoi. Non mais bref. Joe Lesnar, ouais, très bon match, très bon main event. Et je dirais que je vais mettre allez, 4 sur 5. Parce que je pense que le match peut être mieux. Je pense que le Joe Lesnar peut durer 10 minutes, ou voire même plus de 10 minutes. Et je pense qu'ils peuvent faire encore un meilleur match, avec plus de temps. Mais bon, je pense que c'était le premier, pas le dernier Joe Lesnar. En tout cas, enfin moi je l'espère personnellement. Et donc ouais, c'était un très bon main event pour clôturer ce show. C'est tout donc les gars pour ce débrief de pay-per-view, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, donner votre avis en commentaire du coup. Je vais juste finir en faisant un débrief global, donc pas match par match mais bon, pour dire que cette première édition de Great Balls of Fire franchement, c'était un excellent pay-per-view. Un peu mou, la première partie du pay-per-view est un peu mou, jusqu'au match Iron Man qui était plutôt assez cool. Ensuite on a eu une partie un peu mou aussi avec Alexa Bliss, avec le match Women, c'est le match pour le titre intercontinental. Et après les deux derniers matchs ont vraiment remis tout quoi, ils ont deux gros main events quoi qu'on a eu. Un excellent pay-per-view d'Euro, franchement il n'y a rien à dire. La WWE qui enchaîne les bons pay-per-view, il faut quand même le dire parce qu'il y a une période où les pay-per-view, bah voilà quoi, c'était plus trop ça. On a eu un très bon Money in the Bank, on a un très bon Great Balls of Fire. Est-ce qu'on aura un très bon Battleground? J'ai vu la carte un peu, j'y crois pas trop, mais bon, ça c'est notre histoire. En tout cas pour Great Balls of Fire, c'était un excellent pay-per-view, une très bonne première édition. Bon, on pouvait rire un peu du nom, mais bon, pour parler du show, franchement il était excellent. Et je pense que, ouais, il y aura une deuxième édition l'année prochaine. Je pense que ça peut être un pay-per-view qui peut rester parce que ouais, c'était un excellent pay-per-view. Je vous conseille de le regarder parce que bah, c'est agréable à regarder en fait comme pay-per-view. Il y avait de la violence, il y avait du sang. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il y avait du sang, beaucoup de sang même dans ce pay-per-view. C'était violent quoi. C'est un pay-per-view comme on les aime. Il y avait un Iron Man totalement fou au niveau de la fin du match. Un match ambulance fou également. Donc ouais, des matchs à stipulation plutôt cool. Un très bon main event. Bref, c'était un très bon pay-per-view. J'ai rien à dire. Je vais mettre, allez, 3,75. Non, allez, 3,5 quand même. Parce qu'il y a eu quand même des matchs assez moyens. Mais il y a 3 matchs surtout à regarder. C'est l'Iron Man Tag Team Match, le match ambulance et le main event. Ces 3 matchs là ils sont excellents. Alors je vais lui mettre allez, je vais mettre quand même 3,75 sur 5 pour ce pay-per-view. Dites votre note également en commentaire, hein, pourquoi pas. Et sur ce, bah moi je vous laisse. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. C'était le premier débrief de Great Balls of Fire. Je pense pas que je ferai pour Battleground parce que je ne serai pas chez moi. Mais peut-être que je referai pour d'autres pay-per-view. Dites-moi si vous voulez revoir ce genre de débrief de pay-per-view sur la chaîne à l'avenir. En tout cas, merci d'avoir écouté, c'était Pierrick, à la prochaine tout le monde, ciao.